C'est parti. Salut Sandrine, ça va? Ah bien. Alors, cette petite vidéo qu'on fait, elle fait suite donc à la dernière promotion de l'accélérateur qui vient tout juste de se clôturer. Donc là, c'était il y a 3-4 jours ou 4-5 jours la dernière session. Pour rappel, juste le contexte, donc l'accélérateur, c'est un bootcamp de 8 semaines pour aider les freelances en écriture à vivre de leur activité. Et donc, on fait un double travail sur les compétences en écriture et les compétences business pour aller vendre des missions. Donc moi, j'anime ce programme avec Sandrine qui est à mes côtés pour aider, soutenir les participants et compléter aussi ce que moi je peux porter avec son expérience aussi de freelance actuellement sur le terrain. Sandrine, elle a aussi participé à l'accélérateur, donc elle a cette double casquette qui est intéressante, participante et freelance elle-même. Et donc son regard et son apport sont très précieux. Euh, la session de l'accélérateur qui vient de se terminer, elle comptait 12 participants. Et donc ce qu'on va faire dans la vidéo, c'est qu'on va partager 4 leçons chacun qu'on tire de la progression, en tout cas de ce qu'on a vu auprès de ces 12 participants, autour d'une question qui est qu'est-ce que je dois apprendre, qu'est-ce que je dois faire pour vivre de mon activité de freelance sur des missions de rédaction, copywriting, ghostwriting, etc. Avec une phrase que j'aime bien et qui je trouve va bien résumer tout ce qu'on va voir, c'est il n'y a pas de problème de business, mais uniquement des problèmes d'entrepreneur et de mindset. Donc tout ce qu'on va partager, ça s'inscrit là-dedans. T'es prête, Sandrine? C'est parti. Allez. Donc moi, la leçon numéro 1 que je retiens, c'est, donc j'ai marqué croire en sa capacité d'apprentissage. J'ai mis ça parce que je vois très bien comment on peut être focalisé sur ce qu'on sait faire à l'instant T, sur les compétences qu'on a, sur les prix qu'on a aujourd'hui, sur les missions qu'on a vendues, euh, et être incapable de se projeter sur en fait, la potentielle progression qu'on peut avoir et avoir ce truc de ah, aujourd'hui, je fais ça, et donc se dire ah, je suis bloqué là-dedans et j'arrive pas à prendre du recul et à me dire en fait, juste c'est transitoire. Et moi, une phrase que j'aime bien, c'est il n'y a pas d'ascenseur, il n'y a que des escaliers. Donc, c'est dire si aujourd'hui je suis au niveau 1 et je veux être au niveau 10, ben, en fait, le chemin, c'est pas de 1 à 10, c'est de 1 à 2 à 3 et voire même de 1 à 1,1, 1,2, 1,3. Et c'est comme ça que ça se fait. Et je trouve que euh, voir les choses de cette manière, ça enlève de la pression et ça permet de se dire que j'accepte que j'ai pas encore toutes les réponses, j'accepte que je sais pas encore faire les choses aussi bien que le font les autres freelances qui ont l'air trop forts ou les autres freelances qui ont l'air géniaux, mais je vais, parce que je vais continuer, parce que je vais travailler, parce que je vais apprendre des choses, je vais y arriver à un moment. Et il y a ce truc souvent, euh, une question qui revient souvent et à plein d'égards et à plein de niveaux, c'est ah, comment est-ce que je fais bien ce truc-là? Ou quelle est la bonne réponse pour bien faire ça? Et il y a cette croyance un petit peu que, et je pense qu'on l'a tous quand on démarre dans un domaine, c'est que tant qu'on n'a pas les bonnes réponses parfaites, on peut pas se lancer et commencer à faire un truc. Et donc, je pense qu'il y a cette double relation à avoir entre, d'un côté, oui, effectivement, il y a des bonnes pratiques. Je pense que c'est ce qu'on essaie de transmettre dans l'accélérateur pour faire des choses, pour envoyer un devis, pour écrire un article, pour prospecter un client. Il y a des bonnes pratiques. Mais après, il y a plein de choses qui sont l'ordre du bon, bah, juste teste, vois comment ça réagit et adapte-toi. Et c'est aussi ce que je veux dire par croire en sa capacité d'apprentissage. On peut se dire, effectivement, j'envoie un mail de prospection. Bon, bah, mon premier mail, il est nul. Donc, je suis nul. Donc, j'y arriverai jamais. Tu vois, cette relation, on peut très vite la faire. Et on l'a vu parfois. Et donc, se dire, en fait, non, mon premier mail, il est nul. OK. Mais par contre, si je continue, le 20e, il sera pas nul. Il sera très bien. Et juste se dire, à chaque fois, je m'améliore un petit peu, j'optimise ce que je fais et je me donne. Tu vois, c'est ça, hein, je trouve, c'est se donner l'occasion de progresser et accepter que bah, les choses vont venir avec le temps. Et j'ai mis aussi comprendre que rien n'est définitif. Si aujourd'hui j'ai un tarif qui ne me permet pas d'en vivre, bah, ça ne veut pas dire que dans 6 mois je serai bloqué là-dedans. Ça veut dire que c'est une base et que ma réflexion, c'est comment est-ce que j'améliore ça et comment est-ce que je progresse pour passer à la marche d'après. Est-ce que ça t'inspire des choses, ça? Ouais, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Dans le fait de se sentir nul quand on fait quelque chose, pour moi, ce qui est déterminant aussi, c'est de reconnaître qu'on se sente nul, mais aussi de se sentir en puissance, enfin capable d'aller chercher ce qui nous manque pour progresser. Ça peut être compter sur le temps, mais ça peut être aussi se dire
Ok, bon, bah là, j'ai vu que j'y arrive pas, je vais lire un livre sur les séquences email ou bah, pas non plus stagner enfin, il faut passer à l'action. Et souvent, ce truc de passage à l'action, je trouve qu'il est, et c'est pour ça que je mets ce point, c'est que on le paralyse parce qu'on se dit, ah, aujourd'hui, j'ai fait un post LinkedIn, mon post, il est nul, donc je suis nul, donc j'y arriverai pas. Tu vois. Et c'est ça que, tu vois, cet élan de confiance, en fait, de se dire, ok, aujourd'hui, je suis pas très bon, mais peut-être que demain, parce que je vais, comme tu dis, je vais faire des choses, bah, je m'autorise de devenir bon un jour. Oui, et pour finir là-dessus, on se sent nul parce qu'on se compare aux géniaux. Mais si on se dit demain je serai meilleur que, ou plutôt penser à demain, se dire ouais, c'est pas dingue, mais aujourd'hui c'est déjà vachement mieux qu'il y a 2 semaines, ça suffit en fait pour continuer. C'est vrai qu'on l'a pas mis, mais je trouve que ce truc de, je crois pas qu'on l'a mis dans la liste, mais ce truc de comparaison avec d'autres freelances qui ont l'air plus avancés, c'est extrêmement toxique et je pense qu'on tombe tous dedans. Mais en fait, ça crée des attentes démesurées, ça mine ta confiance en toi, ça te donne des référentiels qui sont pas les bons parce qu'en fait, tu vois pas ce que la personne fait réellement. Déjà, elle te montre qu'une vitrine extérieure et tu vois pas tout ce qu'elle a fait. Et donc, en fait, ça, toi, tu vois tes insécurités, tes doutes et ton manque de compétences, et tu compares ça à l'autre qui a l'air génial. Et en fait, tu te dis forcément, mais je suis nul et j'y arriverai pas, quoi. Et puis la marche à franchir, elle semble tellement Hmm. infranchissable justement on se dit non, bah ça sert à rien de dire. Punchline, après, je te laisse passer à la leçon numéro 2, c'est la seule personne à qui il faut se comparer, c'est qui on était hier, en fait, et qu'est-ce qu'on faisait hier. Et tout le reste, en fait, Exactement. c'est anecdotique. Tu veux enchaîner sur ta première leçon? Yes, alors pour moi, la première, c'est savoir organiser son travail, mais en fonction de ses vraies contraintes et ses vraies capacités. Bah, justement, pour reprendre l'idée de la théorie, en théorie, un freelance, enfin moi j'avais beaucoup cette idée, en théorie, un freelance est focus sur son activité, il peut consacrer entre 30 et 60 heures par semaine à tout ce qu'il y a à faire et il déroule le plan. Dans la vraie vie, en tout cas moi dans ma vraie vie, j'avais 1 milliard de contraintes autres avec lesquelles je devais jongler, genre des attentes de clients, mais aussi une pression de chiffre d'affaires, une famille à gérer, des aléas d'enfants malades, potentiellement certains ont un job à temps partiel, d'autres formations ou des problèmes de santé. Bref, pour moi tout ça, ça peut être des freins, euh, mais des freins qu'on peut lever à partir du moment où on accepte qu'ils fassent partie de l'équation et Hmm. qu'on organise notre travail en fonction de cette réalité-là. À savoir, bon ben, enfin, à court terme, hein, le lundi, combien de temps j'ai cette semaine? Moi, ça m'arrive d'avoir des semaines où j'ai 3 jours. J'ai max, peut-être même pas 18 heures à consacrer à mon activité. Et ben, ok, ben, je gère mes priorités en fonction de ces contraintes-là et j'essaye de faire passer tout ce qui concerne des clients ou du CA avant et en me disant, ben, peut-être que le post LinkedIn sur ma com, peut-être que l'étude de cas, l'interview, le call avec un autre freelance, peut-être que je les ferai pas et tant pis, c'est pas le chemin idéal, mais c'est mon chemin et ça ne doit pas m'empêcher de continuer. Ouais, ça me, ça m'inspire plusieurs choses sur lesquelles je veux rebondir, mais c'est déjà un premier point, c'est je trouve que tu vois, dans ton cas, si tu me dis par exemple, ah là, cette semaine, j'ai que 3 jours à dédier à mon activité, tu peux le voir comme un obstacle et te dire, oh là là, mais en fait, c'est un inconvénient ou c'est un désavantage par rapport à d'autres freelances qui, eux, ont 5 jours. Tu peux le voir comme ça. Et je pense que c'est la vision première qu'on a. C'est de se dire, ah purée, eux, c'est facile, moi, j'ai ça, j'ai ce Exactement, boulet au pied, comment est-ce que je m'en sors avec ça? exactement. Mais moi, un truc que j'aime bien me dire, c'est chaque situation possède avantages et inconvénients. Et si tu te demandes quels sont les avantages de n'avoir que 3 jours par semaine, eh ben, je trouve que ça force à être beaucoup plus focus, Mm. ça force à être beaucoup plus vigilant à comment tu alloues ton temps, à quoi tu alloues ton temps en fait, et sur quel sujet tu travailles. Et un truc qu'on a vu dans l'accélérateur, c'est, et ça je le vois tout le temps, c'est, ah, je pourrais faire une newsletter, et je pourrais faire LinkedIn, et je pourrais faire mon blog, et je pourrais faire un site, et mon site, ah, bah, ça me fait penser à une participante qui me disait, ah, moi, mon site, il sera prêt en juin, et donc j'attends d'ici là. Mais je me dis, mais pourquoi est-ce que tu sors pas ton site demain, par exemple? Et en fait, il y a à la fois ce truc de
les choses prennent le temps qu'on leur accorde. Donc, si je me dis, ah, mon site, il sort dans 3 mois, eh ben, il va prendre 3 mois à sortir. Mais si tu dis ton site, il sort dans 2 jours, il sort aussi ton site. Et donc, avoir ce truc des contraintes de dire, OK, bah, si j'ai que 3 jours par semaine, bah, je vais pas partir dans tous les sens. Je vais pas aller procrastiner, à juste zoner sur LinkedIn et à rien faire. Ça va me forcer à être peut-être plus productif, plus efficace dans ce que je fais, plus productif. Et, et l'un des chevals de bataille que j'ai dans l'accélérateur, c'est miser sur la prospection pour aller trouver des missions. Parce que je pense que moi, l'un des trucs que je vois aussi, c'est que bah, trouver des clients, c'est quand même le nerf de la guerre, c'est quand même le truc, le blocage numéro un que rencontrent tous les freelances. Et je vois bien à quel point on peut vite faire plein de trucs qui ne permettent pas de trouver des clients, ou en tout cas qui permettent de trouver des clients avec un peu de chance et à très long terme. Tu vois, typiquement, se créer son blog, se créer sa newsletter, c'est utile, il y a plein de vertus, mais je vois aussi à quel point ça prend beaucoup de temps, ça prend de l'énergie, ça prend du focus. Euh, euh, et en fait, avoir moins de temps, bah, ça force à se dire, OK, qu'est-ce qui a vraiment de l'impact sur mon activité et qu'est-ce qui va vraiment m'aider aujourd'hui? Oui, complètement. Et au final, je trouve que ça permet d'être hyper concentré parce que je peux dire, moi, quand j'ai que 3 jours, j'abats une montagne de travail hallucinante, en fait, qui m'aurait certainement pris au moins 4, voire 5, parce que je suis hyper concentrée. Et aussi, paradoxalement, c'est une tranquillité d'esprit, parce que je me pose plein de questions. C'est comme quand Mm. on a des moyens limités. Là, je me demande pas si je vais aller aux Galeries Lafayette choisir un sac Chanel, tu vois. Ouais. Mm. C'est Mm. pas dans mon prisme de Ouais. possibilités. Et du coup, je me prends pas la tête avec ça. Et ça me permet d'être plus simple. Et vu la charge mentale du freelance, si on peut décocher quelques cases à l'avance, ça, c'est vachement cool. Ouais. Ouais, mais c'est pour ça parce que effectivement, je vois aussi à quel point l'inverse il pose problème, cette abondance d'options, d'opportunités, de possibilités. En fait, ça crée un brouillard et moi, je suis le premier à être victime de ça. Tu vas lire un post LinkedIn d'un gars qui te parle de X, ensuite tu écoutes un podcast, ensuite tu vois qu'il y a machin qui fait ça et tu te dis qu'il faut absolument que tu fasses tout. Mm. Et justement, on te dit en fait non. Je me focus sur mon travail, je prends allez, un sujet, je le fais bien et ça, c'est déjà très très bien en fait. Ok, alors, moi, ma deuxième leçon, c'est, et du coup, la tienne fera le lien après très bien, mais c'est l'importance d'avoir une attitude proactive et positive. Bon, alors ça, c'est quand on dit ça, merci Valentin, c'est pas très révolutionnaire, mais je vois, en fait, bon, déjà, petit préambule, moi, je me dis aussi à quel point voir le monde de manière optimiste, c'est aussi un choix que tu fais. Et pendant longtemps, moi, je me disais, ah, je suis quelqu'un de pessimiste, j'aime bien voir le verre à moitié vide. Et en fait, la même situation, tu peux choisir de la voir à moitié pleine. Et en fait, ça change absolument tout. Et notamment dans le cadre du freelancing, dans le cadre de je trouve des missions, bah, moi, la méthode en tout cas, une phrase que je martèle quand on parle de prospection, c'est la bonne approche, c'est de se demander comment est-ce que je peux donner envie de travailler avec moi. Comment est-ce que ce gars-là, là, à qui je vais envoyer un message, avec qui je vais discuter, comment est-ce que je peux faire en sorte qu'ils se disent, waouh, mais ce freelance, il est génial. En tout cas, waouh, mais ce qu'il me propose, bon, peut-être que ça marche pas aujourd'hui. Ça, à la limite, c'est hors du contrôle du freelance, mais c'est remarquable. Ça me donne envie. Et, et je vois bien à quel point aussi on peut être dans l'attitude inverse sans le vouloir. Encore une fois, c'est des trucs que je pense qu'on décide pas, mais on n'en a pas conscience. Mais à quel point on peut se dire, tu vois, c'est l'attitude, sur te parler, l'attitude demandeur d'emploi, mais j'ai besoin de toi. J'ai besoin de quelque chose. Et moi, j'ai mis donner l'impression de quémander. Donner l'impression de ah s'il vous plaît j'aimerais une mission et j'en vois plein sur LinkedIn qui sont dans cet état d'esprit-là et qui voient pas qu'en fait c'est plutôt comment est-ce que je peux donner envie à ce client de bosser avec moi et je trouve qu'une fois que tu ouvres que tu es dans cet état d'esprit-là en fait je trouve que à la fois le champ des possibles s'ouvre et à la fois tu te rends compte que euh, le jeu ça devient qu'est-ce que je peux faire de plus pour aller attirer ce client. Quel est le petit truc que je peux faire de différent des autres qui va faire, qui va se dire, wow, mais ça, personne ne l'a fait pour moi et ça m'intéresse. Moi, dans l'accélérateur, je l'ai dit à un moment, mais je le redis. Par exemple, personne, aucun freelance n'est jamais allé sur mon site en se disant, OK, Valentin, il fait des articles, il fait du SEO.
Moi, j'ai passé 1 heure peut-être à me demander qu'est-ce qu'il pourrait faire de différent, qu'est-ce qu'il pourrait faire de mieux, qu'est-ce qu'il pourrait améliorer et lui proposer. En fait, je trouverais ça génial. Et je pense que toutes les boîtes sont réceptives de quelqu'un qui vient avec une attitude positive, une envie de contribuer, qui identifie des opportunités, des pistes et qui propose des solutions. Euh, et je trouve qu'une fois que tu raisonnes comme ça, tu vois un peu que les opportunités sont partout. Ça, c'est mon avis. Je sais que quand tu démarres, en fait, tu le vois pas, ça. Tu te dis, mais non, en fait, il y a trop de concurrence, il n'y a pas assez de clients, les clients ne veulent pas payer. Mais ça, je trouve que justement, c'est l'inverse, c'est une attitude un peu de peur. Alors que quand tu te dis, ma réflexion, c'est comment est-ce que je peux donner envie à ce gars-là, comment est-ce que je peux lui apporter de la valeur. Une fois, c'est des trucs qui semblent bêtes, mais je trouve que ça change tout. Et moi, voilà, je le dis publiquement là, mais si quelqu'un vient en me disant, Valentin, j'ai regardé ce que tu fais en SEO, je trouve que là, il y a une opportunité où là, tu fais pas très bien ça, et qui me fait une super vidéo qui m'explique ça, je dis, bah ok, vas-y, go, allons-y, en fait. Tu me proposes un truc qui va m'aider. Super. Et ça, c'est applicable partout. Ça t'inspire. Ouais, ouais, si, ça m'inspire. C'est vrai que c'est pas évident en fait. Non, c'est C'est compliqué. pas Mm. évident parce qu'on est les premiers à douter de nous Ouais. et tu le disais dans l'accélérateur que en gros, je sais plus ta phrase, mais que le niveau je dirais, de regard critique qu'on se porte sur soi, euh, bah, c'est beaucoup moins grave du point de vue des autres. Ah, on est beaucoup, comment tu disais, qu'on est plus beau que ce qu'on croit et Ah, alors c'est différent et je crois que je vais le dire après. Mais ou alors moi là-dessus, garde-le pour après sinon. je trouve, mais t'as raison en fait. Et c'est tout l'intérêt de ça, hein, c'est que c'est facile à dire, mais c'est compliqué à le faire en réalité. Mais moi j'aime bien dire que si toi-même tu te fais pas confiance, le client te fera pas confiance. Ouais, je pense qu'il y a un travail sur soi et ce qui aide aussi pour gagner confiance en soi, c'est enfin, de réaliser que du côté du client, c'est pas aussi waouh non plus que ça en a l'air. Parce qu'on se Hmm. laisse souvent intimider par une entreprise qui a un beau site internet, qui a Oui, l'air oui. d'avoir un Hmm. super service marketing, tout ça. Et une fois qu'on est allé un peu creuser, soit par le biais de nos clients, soit par d'autres expériences ou des gens comme toi qui nous révèlent un petit peu l'envers du décor, on se rend compte qu'en fait, le vernis, il n'est pas aussi brillant qu'il en a l'air et qu'on peut. Enfin, et on commence à intégrer l'idée qu'on puisse vraiment être un cadeau pour ses clients. Ouais. En fait, effectivement, je vois ce que tu voulais dire sur la phrase, mais en fait, souvent ton client, il en connaît beaucoup moins que toi sur ton domaine. Les clients, ils sont pas du tout experts en rédaction, en copywriting, en marketing, en ghostwriting. Ils voient ça un petit peu de loin, ils se disent que c'est une stratégie potentiellement qu'ils peuvent appliquer, mais ils n'ont pas les compétences, ou ils savent pas le faire, ou ils veulent pas le faire. Et donc, juste avoir quelqu'un de sérieux qui en parle avec un discours un petit peu cohérent et pertinent, en fait, ça fait une grosse différence. Ouais, totalement. Et ça, bah, ça rejoint Ouais, la quatrième leçon que j'avais notée, c'est sur le fait d'adopter le bon mindset, surtout quand on débute. Parce qu'on peut perdre beaucoup de temps en fait à se dire qu'on est nul, qu'on n'arrivera jamais, et se donner raison. Et effectivement, être nul mm, et jamais y arriver. Sur le côté mindset, il y a ce que tu expliquais là, ne pas, clairement, ne pas quémander et ne pas être dans une posture de vendeur d'emploi. Il y a aussi le fait de savoir soi-même vraiment accorder la valeur que notre travail mérite et oser le vendre à son juste prix. Ça a l'air évident dit comme ça, mais j'ai rencontré beaucoup de personnes, et moi j'en ai fait partie, qui disent, qui considèrent qu'en fait, écrire, pour elles, c'est facile, c'est même plaisant. mm, Et du coup, il y a ce truc de s'interdire d'aller vendre quelque chose pour qu'on a eu du plaisir à créer et en plus le vendre cher. mm. Donc, pour faire sauter ce tabou, déjà, et oser se faire payer correctement pour ce qu'on fait de bien. Sur le côté mindset, je mets un point de vigilance sur la relation avec le client. Déjà, on a ce biais de mettre le client au-dessus de nous, mais du coup, Ouais. ça peut conduire à une situation où on lui laisse le drive et on se laisse complètement bouffer. On fait des choses qui ne sont pas prévues, on n'ose pas le dire, on n'ose pas recadrer parce qu'on a peur de se faire jeter enfin perdre la presta. Et ça, c'est le pire qui puisse arriver. Donc vraiment se dire, c'est moi le chef d'orchestre là-dedans.
c'est moi le prestat, mais du coup, je suis un entrepreneur, je suis pas un exécutant. Mm. Autre point sur le mindset, c'est de casser ce mythe de l'entrepreneur héros qui réussit dans tout ce qu'il fait Ouais. et intégrer que les coups de mou, les doutes, les déceptions, les clients horribles, les projets qui tombent à l'eau, ça fait partie du truc. Ça fait pas de nous un raté, ça fait juste de nous un vrai freelance. Et le fait de s'attendre à ce que ça arrive, c'est même plutôt rassurant. Enfin, j'en fais l'expérience, ça m'arrive régulièrement quand je suis dans une phase où là, ça va bien, j'ai des clients qui me plaisent, j'ai des missions qui marchent bien. Je me dis, bon, on va pas s'emballer, ça va redescendre. Mm, mm. Et en fait, du coup, quand ça arrive, je suis pas prise de court. Voilà. Et le dernier point, c'est sur le côté productivité. On a tendance à, surtout quand on est sur un métier de rédaction ou de rédaction long format, on se met la pression en disant je vais pas assez vite, je devrais être plus productive. Mm. Et on considère qu'en fait, c'est nous qui ne faisons pas assez. Et donc, on ne doit pas faire payer cette Ouais. lenteur à notre Mm. client. Ouais. Donc, on se retrouve à Ouais. vendre un article au prix d'une journée. Donc, je sais pas, je dis 300 euros de TGM en lui disant ouais, ouais, c'est une journée. Mais en fait, on sait que nous, ça va nous prendre un jour et demi. Et donc, mon point, c'est de dire à un moment, oui, il faut aller challenger sa productivité et voir s'il y a un problème. Mais il faut aussi savoir dire bah, en fait, moi, un article, c'est un jour et demi. Et je le vends Ouais. à ce prix-là ou je le vends pas. Ouais. Ouais, j'ai noté des trucs parce que ça m'inspire plusieurs réflexions, mais déjà sur la dernière réflexion, ce truc de, on a eu ce débat dans l'accélérateur. Je sais pas si c'était dans la session, mais il y a eu cette question de est-ce que je vends, par exemple, moi je dis, un article de 1000 mots, ça te prend globalement une journée de travail. Donc, vends-le comme une journée de travail. Et on a eu ce débat de est-ce que c'est une journée de focus pur ou est-ce que c'est une journée globale? Et en fait, ça rejoint ce que tu disais, c'est qu'on a cette croyance que ah, je ne peux que vendre mon temps de concentration profonde à mon client. Sauf que ça ne marche pas, en fait. Et que sur une journée de, je sais pas, de 8 heures, en fait, ton temps de focus réel où tu écris, allez, si tu fais 3 heures, 4 heures, c'est déjà très bien. Et je pense que c'est plutôt ça là, la norme, c'est peut-être 3 heures de bonne écriture. Je sais pas comment tu es là-dessus, mais en tout cas, je Oui, c'est pense que ça. c'est un bon Quatre les bons référentiel. jours, mais moi, je peux pas enchaîner, par exemple, deux posts LinkedIn à écrire. Enfin, selon la taille. Non, Ouais. mais bon, un post LinkedIn et un article, deux sujets qui sont prises de tête sur une journée, c'est chaud, à moins de faire une vraie pause de 2 heures entre les deux. Mm. Ouais, c'est clair. Et donc, en fait, tu te rends bien compte que si tu vends que ton focus, en fait, c'est une impasse. Alors, soit il faut le vendre très, très, très cher, mais en fait, tu ne peux pas. Tu dois intégrer ces temps de réflexion, de recherche, de relecture où tu es moins focus. Et donc, c'est pour ça que euh, quand tu vends 8 heures à une journée, enfin, quand tu vends une journée à un client, tu vends 8 heures et dans ces 8 heures, il y a peut-être 3 heures de vrai focus. Et je pense être à l'aise avec ça, être à l'aise de valoriser ça. Et j'aime bien dire, hein, pour un salarié, c'est exactement pareil. Et je trouve même que quand tu es freelance, tu es beaucoup plus focus, tu es beaucoup plus responsable qu'un salarié qui a quelque part son salaire garanti. Toi, quand tu es freelance, bah, quand tu as vendu un article, bah, tu n'as pas le choix d'être efficace pour vraiment l'écrire. Donc, je pense qu'il faut, il faut être à l'aise avec ça. Euh, sur le côté montagne russe, ma phrase, celle que tu disais, c'est je suis jamais aussi beau que je le pense et je suis jamais aussi nul que je le pense. Ah C'est-à-dire que oui, quand ça va bien, je garde la tête froide et je me dis, OK, peut-être que demain, ça ira moins bien. Et quand ça va moins bien, je me dis, OK, c'est pas grave, je suis pas aussi terrible que je le pense. Et demain, ça ira mieux. Tu vois? Et donc, se dire, je lisse un peu mes montagnes russes émotionnelles. euh, Parce que sinon, bah, en fait, quand ça va bien, bah, tu peux te relâcher. Et quand ça va mal, tu peux tout, avoir envie de tout jeter. Et en fait, du coup, tu n'avances plus. Dernier point sur le côté, je suis entrepreneur et mon client n'est pas, enfin, mon client n'est pas au-dessus de moi. C'est aussi, moi, j'ai eu plusieurs fois dans l'accélérateur des sujets de ah là, quand on parle des tarifs, bah, il y en a plein qui se rendent compte que ils se vendent pas assez cher. Et donc, il y a plusieurs fois la discussion de ah, mais j'ai vendu ma journée tant à tel client, je me rends compte que c'est pas du tout assez cher pour être rentable. Comment est-ce que je peux renégocier ce tarif avec mon client? Et ma réponse, elle peut être très déceptive, mais c'est bah, parle-lui-en de manière honnête et transparente.
Dis-lui, en fait, bah voilà, moi j'ai fait mes calculs, juste je suis pas rentable, euh, j'ai progressé entre-temps, j'aime bien la mission, etc. Est-ce que tu serais OK pour qu'on renégocie? Et, et c'est dingue à quel point, je pense qu'on n'ose pas, ou à quel point on se dit, les choses sont figées, ou à quel point, et c'est dans l'autre sens, c'est dingue de voir à quel point, juste en discutant de ça honnêtement, enfin de manière transparente et honnête avec le client, les choses se résolvent. Il y a d'ailleurs justement un message ce matin sur le WhatsApp, je ne sais pas si tu l'as vu là-dedans, Oui. mais donc elle a demandé plus 70%, elle a eu plus 40%. Elle n'a pas eu ce qu'elle voulait, mais elle a eu plus 40%. Mais juste en demandant en fait. Et, euh, et ça revient à ce truc de, je suis pas inférieur à mon client, je suis pas juste un exécutant à qui on dit quoi faire, mais je suis aussi compétent, qualifié, j'ai mon mot à dire, et c'est un compromis qu'on trouve chacun. Si moi le deal ne me va pas, si je suis pas assez payé, bah, à moi de le dire et à moi éventuellement de partir si ça ne va pas. Et j'ajoute une autre idée reçue, c'est en vrai, mon client n'est pas un méchant. En On a, plus. on a peur du client parce qu'en fait, on imagine que Mm, c'est un méchant qui est là pour nous piéger, que si on n'a pas tout cadré dans le contrat, on va se retrouver mm. pieds et poings liés dans une situation horrible. En vrai, enfin, dis-moi ce que tu en penses, mais moi, de ce que j'en ai vu, dans les 80% des cas, les clients sont des gens gentils, honnêtes, Ouais. bienveillants, qui ont sincèrement, qui se sentent concernés par le fait que le deal me convienne autant qu'à eux. Mm. 100% aligné avec toi. Je vois l'heure qui tourne. Euh, Yes. Moi, le point suivant que j'ai mis, c'est se détacher des illusions pour observer la réalité de l'entrepreneuriat et du freelancing. Ça fait référence à un truc dont on parlait avant, mais quand on commence à entreprendre, quand on commence à être freelance, on a on a une vision très romantique et très rêvée de ce à quoi ça va ressembler. Et notamment dans l'écriture, tu vas te dire, ah, ouais, je vais être payé à écrire, ça va être génial, je vais travailler quand je veux, je vais travailler d'où je veux, je vais peut-être gagner plus, parce que c'est un truc qu'on voit beaucoup. Et donc, on se lance avec plein d'attentes, en se disant que mon activité, elle va ressembler à ça, où je vais bosser avec des clients géniaux, avec des petits entrepreneurs que je vais pouvoir aider, etc. Euh, et je pense que c'est normal d'avoir ça, on a tous ça. Mais ensuite, il faut vite voir que je pense que ça correspond pas à la réalité. Je pense qu'encore une fois, hein, c'est une vision très romantique, très rêvée du truc. Euh, et, et vite comprendre que bah, il y aura peut-être des points qui vont être vrais, parce qu'il y a des points qui sont vrais, mais ça vient aussi avec son lot de contraintes, de difficultés, d'obstacles et de choses qu'on n'aimera pas faire. Moi, j'avais fait un post LinkedIn, je parlais de ça, je disais, c'est illusoire de croire qu'on va aimer 100% de son job. C'est pas le cas. Il y a des choses qu'on va aimer, il y a des choses qu'on va apprécier faire. Et puis, il y a plein d'autres choses où, en fait, bah, tu vas prospecter, faire ça bah, c'est chiant. En tout cas, au premier abord, tu n'as pas envie de le faire. Mais ça fait aussi partie du job. Et donc, voilà, c'est ce que j'appelle, moi, se détacher de ces illusions et arrêter de croire que tout va être parfait ou tout va être tel que je l'aimerais, mais plutôt se dire, OK, en fait, le marché, il est comme ça, les clients, ils sont comme ça, les clients, ils veulent ça, les techniques qui fonctionnent globalement, c'est plutôt ça, et ben à moi d'aller jouer ce jeu-là, quoi. Je suis complètement d'accord avec toi. Je trouve que ces illusions, en fait, elles font beaucoup de mal aux, aux personnes qui veulent se lancer en freelance. Euh, Moi, la première, quand je suis allée vers ce type d'activité, c'était pour la version poétique du freelancing et j'imaginais effectivement que ma vie serait un milliard de fois plus géniale et que si les autres ne, enfin, si le freelancing n'était pas une norme, c'est simplement parce que les gens, je sais pas, manquaient d'audace, avaient peur ou étaient trop des moutons pour oser quitter le salariat. Et une fois que je me suis confrontée à la réalité, je me suis rendu compte que, ouais, il y a plein de trucs géniaux, mais il y a aussi une énorme lucidité à avoir sur le fait qu'il y a d'énormes contraintes qui accompagnent ce métier Ouais, et c'est à prendre ou à laisser. C'est indissociable. ouais, Le côté tâches pénibles, prospection, com, gestion, l'incertitude financière, il faut savoir dealer avec ça. La solitude, mm, ça a du bon. Moi, au début, je me disais trop bien, tous mes collègues insupportables, j'ai pu les supporter. Et puis au bout de quelques mois, je me dis, ouais, ah, bah là, en fait, je supporte plus de parler à mon chat parce que j'ai personne d'autre à qui confier mes difficultés. Donc voilà,
Je te rejoins complètement, se détacher de ses illusions et surtout être vraiment lucide sur les contraintes qu'on va devoir embrasser Ouais. pour y arriver, quoi. Ouais, je complète rapidement deux choses, mais tu vois, c'est un peu ce truc de chaque pièce à son revers. Et t'as aucune situation qui est parfaite. Il n'y a aucun job, aucun type de travail qui sera parfait. Et donc, accepter ça. Moi, je trouve qu'il faut l'accepter, en fait. Et, euh, et en fait, quand tu découvres l'envers du décor, par exemple, de la rédaction, tu peux dire, ah, finalement, ça, c'est pas bien. Mais par contre, ce truc-là, là, l'autre truc que j'ai vu, il a l'air génial. Et en fait, le truc, il est pareil. Ça, c'est... Ouais, J'en parlais complètement. souvent aussi, mais voilà. Et puis aussi, tu vois, j'aime bien voir ça comme toutes ces contraintes, toutes ces galères, entre guillemets, c'est aussi une opportunité. Et c'est ce qui fait que, mine de rien, il y a plein de gens qui jettent l'éponge, qui n'y arrivent pas. Et c'est ce qui fait que toi, parce que tu y arrives, ça te donne de la valeur. Oui, Et ça, et en fait, je trouve que c'est ce que je disais, c'est chaque galère, c'est pas un bug, c'est volontaire. Quand ton client ne te répond pas à ta prospection, c'est volontaire. C'est pour que tu développes les compétences pour y arriver. oui. Et selon les jours, on trouve ça 100%. stimulant Mm. et d'autres jours, on trouve ça accablant. Et voilà. C'est pour ça que tu n'es jamais aussi beau que tu le penses, et tu n'es jamais aussi nul que tu le penses, Exactement. et pareil. Exactement. Et alors, il reste une illusion qui me paraît primordiale à mentionner en tout cas. Pour moi, c'est propre au métier d'écriture. Ouais. Je fais partie des personnes, et je ne suis pas la seule, qui sont parties dans un métier pro sur l'écriture par passion de l'écriture. Et en Mm. fait, je m'étais dit, ok, j'aime plus mon taf classique, j'adore écrire, et ben voilà, bingo, j'ai une vocation là, j'ai une autoroute devant moi. Et je me suis retrouvée confrontée à une énorme frustration quand j'ai constaté que Mm. écrire à partir de ce qu'on a dans le cœur, dans les tripes, et se faire plaisir parce qu'il n'y a aucune contrainte si ce n'est notre propre créativité, ça n'a rien à voir avec le fait de faire des contrats de copywriting ou de ghostwriting pour des clients qui sont pas toujours aussi reluisants qui veulent Faut bien pas rêver. Mm. le dire, voilà. Et, et c'est pas que moi, c'est juste la réalité des métiers liés à l'écriture. Ouais, c'est clair. Euh, on termine. Alors, moi, la 7 en fait, quelque part, j'en ai déjà parlé, enfin, ma dernière leçon. Est-ce que tu veux terminer par une leçon? Et après, on a parlé de plein de sujets déjà. Donc, est-ce qu'il y a peut-être un point sur lequel tu as envie d'insister pour terminer? Euh, J'hésite entre les deux. Lequel J'aime bien le 6. Ouais, je pense que je vais garder le 6. Euh, un point essentiel que l'accélérateur fait très bien, mais que moi, quand j'ai commencé l'accélérateur l'année dernière, c'est suite à une vraie prise de conscience qui était, ben, dans le terme freelance en écriture, il y a freelance et il y a écriture. Mm. Et j'ai beau me sentir outillée en écriture, ben en fait, j'étais pas du tout outillée en tant que freelance. Et en fait, si on veut réussir dans ce métier-là, on peut pas faire euh, on peut pas s'épargner d'être bon dans les deux. Donc, je dirais mon conseil, c'est bah, être fort sur la partie écriture, mais pas que un format, pas juste la rédaction SEO. D'ailleurs, je vois passer plein de personnes qui me disent, je me suis formée à la rédaction SEO, mais j'en ai marre parce que je Mm. m'ennuie, parce que je tourne en rond. Donc, aller renforcer ses compétences, enfin, aller étendre ses compétences sur d'autres formats, les articles, les landing pages, les posts, les Mm. séquences email, pour aussi soi-même y trouver du plaisir, y Mm. trouver de la confiance parce qu'on se sent plus légitime, plus fort, et augmenter je dirais l'étendue de la voile qu'on est capable d'offrir à notre client. Ça, c'est une chose. Sur le côté freelance, développer, enfin, apprendre ce que c'est que ce métier-là, la prospection, comment ça marche, un appel découverte, comment ça marche, comment on cadre une relation avec un client, comment on clôture une mission, comment on se sert des réseaux sociaux pour soi, comment on développe un réseau. Enfin, c'est énorme en fait. Mm. Il y a salarié en XX et freelance en XX. Et quel que soit le X, rien que ça, c'est déjà Mm. deux paradigmes totalement différents. Et le dernier point, qui va au-dessus freelance en écriture, je mettrais la notion de marketing, que moi, j'avais Mm. pas du tout. Et
à laquelle je me suis vite cassé les dents. Personnellement, je suis rentrée dans l'écriture par le ghostwriting et le copywriting, mais en fait, Mm, c'est que les sous-branches de l'arbre du dessus qui s'appelle le marketing. Et ça me paraît, avec le recul, essentiel d'avoir des mm, compétences pour comprendre les enjeux du client mm. et augmenter sa force de frappe, parce qu'on n'a pas du tout la même aura quand on arrive en disant alors j'ai analysé la stratégie de contenu de votre concurrent, il fait ça, ça et ça, j'en tire telle leçon et voilà ce que je vous propose. Mm. C'est marrant parce que tout ce que tu dis, ça rebondit très bien sur plein de points qu'on a balayés avant sur, bah, tu vois, l'important d'avoir une attitude proactive, d'aller d'aller demander à ton client comment tu te donnes envie, l'importance d'être, tu vois, de pas demander, mais d'aller chercher en fait. Et ça, c'est possible parce que tu comprends à un niveau fondamental ce que tu fais. Donc, tu as une compréhension marketing des mécanismes. Euh, Parce que je vois bien à l'inverse, le profil classique qui vient, c'est je suis formé à la rédaction web SEO. Et donc, j'ai appris à ne faire que ça. Je suis dans cette case-là. Ça, c'est ma petite case, c'est ma petite cage, en fait, Ouais, pratiquement. Et je exactement. vois pas tout ce qu'il y a autour et je ne vois même pas ce qu'il y a au-dessus, l'article, et je comprends même pas les mécanismes. Je fais de l'article et je me dis, et je fais ce qu'on me dit de faire là-dessus. Et pour sortir de ça, ça passe par effectivement aller voir d'autres formats, aller s'intéresser à, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est quoi les fondamentaux marketing là-dessus? D'aller comprendre à un niveau plus méta les mécanismes et, euh, et, ouais, et prendre confiance en soi de manière globale. Parce que je vois bien que si tu fais que de l'article, ben, tu as un marteau et tu vois le monde comme des clous et tu vois que des clous. Donc en fait, il y a plein de choses, tu peux tout voir en fait. Et ça revient à ce truc de je trouve que quand tu as cette vision-là, tu vois bien à quel point les opportunités, elles sont partout. Et que c'est juste que tu n'es pas outillé pour les voir, en fait. Tu n'as pas les bons outils pour les voir quand tu fais que de l'article, par exemple. Mm, complètement. Et puis en plus, quand on s'enferme dans une cage, comme tu dis, c'est aussi ça qui crée de l'anxiété parce qu'on Mm. sent bien qu'on est limité et qu'autour de nous, il y a des nouvelles personnes, d'autres concurrents qui ont un champ de vision beaucoup plus vaste que le nôtre. Et là, c'est juste le mindset ne suffit pas en fait. C'est qu'il y a un Mm. moment, il faut vraiment Ouais. se bouger les fesses et aller acquérir ces compétences-là. Je trouve que c'était une très bonne conclusion. Voilà, Merci beaucoup, Sandrine. À bientôt. avec plaisir. À bientôt.